Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. Dans ma précédente vidéo, j'ai eu un commentaire de Frédéric Menu, un fidèle abonné, qui m'a suggéré de vous présenter la Tatra 87. Frédéric, c'était une super idée. On va aujourd'hui même procéder à la présentation de cette Tatra T87 avec une ligne incroyable. Allez, comme d'habitude, on la découvre en musique. Je vous en parle après. Go! L'histoire de la Tatra 87, elle remonte au tout début des années 30. Précisément, on est en 1931, un prototype voit le jour, il s'appelle le V570. Et c'est le fabricant Tatra qui nous présente ce modèle-là. Le but, c'est quoi? C'est de produire une voiture qui soit populaire, c'est-à-dire qu'elle soit accessible financièrement et qu'elle réponde à des contraintes actuelle, parce que en 1930, je vous rappelle que l'année précédente, en 1929, il y a eu un krach boursier qui a eu pour conséquence d'abaisser le niveau de vie et d'augmenter le prix de plein de trucs, et notamment le prix du pétrole. Fatalement, si l'automobile était un symbole de liberté, elle peut rapidement se montrer contraignante, et c'est pour ça que Tatra a eu l'idée de miser sur l'aérodynamique. Jusque-là, c'était un choix qui n'était pas vu plus que ça dans l'automobile, et là, ils ont réussi justement à produire la V570. Alors, je dis produire, c'est peut-être un bien grand mot, parce que c'était un prototype, et donc seul un exemplaire a vu le jour. Mais, figurez-vous que 4 ans plus tard, non, 3 ans plus tard, j'ai jamais été très bon en maths, il y a eu la T77 qui a été commercialisée. En fait, c'était une évolution de la V570 avec une structure plus moderne, un design plus moderne, presque futuriste pour l'époque. C'est-à-dire qu'en 1930, rappelez-vous un petit peu, enfin, bon, personnellement j'étais pas né, mais si on se remémore les voitures des années 30, par exemple dans la gamme Citroën, on avait des voitures qui étaient totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. On avait notamment ce qu'on appelait les conduites intérieures, on avait beaucoup de roadsters, de versions découvrables, avec une architecture assez ancienne, et finalement, au niveau de l'aérodynamique, c'était clairement pas ça. Là, Tatra, ils ont fait un parti pris qui est assez incroyable pour l'époque, et si c'était déjà le cas avec cette T77, avec la T87 qui a suivi, croyez-moi, la recette est encore plus folle. Ça tombe bien, on l'a ici. Alors, avant de parler de la miniature un peu plus en détail, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de la T87, mais je vais être très bref. Alors, la T87, elle a été commercialisée de 1936 à 1950. Une carrière de 14 ans. De nos jours, ça paraît totalement improbable, même si ça existe de temps en temps, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus courant, parce qu'on n'avait pas les outils actuels, et donc le développement d'une nouvelle voiture, ça coûtait extrêmement cher. Et donc, en 1936 est officialisée la Tatra T87, un modèle qui surprend déjà par son avant, avec la présence de 3 phares. Et là, dans le paysage automobile, c'est vraiment pas quelque chose qui était répandu. D'ailleurs, si on la regarde, on voit bien que l'aérodynamique a été très travaillée. Alors, les ailes galbées, c'est typique des voitures anciennes, mais ici, elles sont presque intégrées dans la carrosserie, d'ailleurs, elles continuent dans le fuselage. Alors, on pourrait trouver des liens de parenté avec l'aviation. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez marqué. On a notamment les roues arrière qui sont carénées, un dispositif qui sera repris sur quelques voitures, et notamment la 2 chevaux, mais beaucoup plus tard, parce que lors de sa présentation en 1939 avec la TPV, ouah, cette phrase est super longue, j'ai même pas le temps de respirer. Avec la TPV, on n'avait pas encore les roues carénées, c'est arrivé que après, en 1949.
Bref, je vais pas m'égarer sur la deux chevaux, on est là pour parler de la T87 de Tatra. Elle est positionnée comme une routière avec une longueur de 4,74 m. Alors 4,74 m de nos jours, c'est déjà beaucoup, à l'époque c'était purement énorme. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on a un profil qui est très élancé, avec un aileron vertical qui sépare la caisse en deux, et notamment un habitacle façon un petit peu goutte d'eau, parce qu'on voit bien qu'il s'achève à l'arrière, façon fastback, avec cet aileron qui est là, qui est magnifique. Et puis la ligne, elle est quand même assez incroyable, avec la galbe de l'aile et une ligne de caisse qui est parfaitement rectiligne, et qui se termine somptueusement à l'arrière, un peu façon certaines Bugatti d'époque. Je trouve ça magnifique. Bref, assez parlé, il faut savoir que sous le capot, on avait également un moteur V8. Alors d'abord, il avait une cylindrée de 3 litres, il développait 85 chevaux, ce qui était quand même énorme pour l'époque, qu'on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir sur Citroën, et promis je m'égare plus après, la traction 22, qui est arrivée à l'état de prototype à peu près dans les mêmes années, elle développait la même puissance, à savoir 85 chevaux, mais elle n'avait pas les performances de cette Tatra. Celle-ci, il faut savoir qu'elle était capable d'atteindre les 160 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en 1936, une telle performance, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, outre le gain en performance, Tatra avait réussi l'exploit d'abaisser la consommation. Alors là, les mazouteux, vous allez être en PLS, mais cette Tatra avait une consommation de seulement 12 litres au 100 km. De nos jours, ça peut paraître beaucoup, même si c'est pas si choquant que ça, mais à l'époque, c'était vraiment une prouesse de descendre aussi bas. Et quand on voit le contexte économique de l'époque, c'était quand même une belle promesse que d'abaisser la consommation, parce qu'on avait conscience que le prix du carburant allait augmenter, sauf peut-être aux États-Unis, mais ça on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Il y a une belle américaine qui arrive bientôt. Et donc finalement, la prise en compte de ces contraintes-là, ça a clairement joué en la faveur de Tatra. Alors la T87, elle est restée quand même un modèle de niche. Son positionnement tarifaire était quand même assez élevé, mais surtout, il n'y a eu que 3000 exemplaires qui ont été produits, 3056 précisément. La problématique, c'était tout simplement que l'image de Tatra, elle n'était pas ultra valorisante à l'époque, et c'est vraiment dommage. Ce modèle-là, aujourd'hui, il est d'une telle rareté qu'il faut débourser en général pas loin de 200 000 € pour en acquérir une. Mais si vous en avez une, c'est vraiment une pièce de prestige qu'il faut garder impérativement. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter sur la Tatra. Je vous invite à regarder cet angle de vue-là. D'ailleurs, je vais essayer de masquer un peu cette partie-là. Et je vais vous demander en commentaire de mettre la vidéo en pause et de m'écrire en commentaire ce que vous reconnaissez comme modèle. Vous m'écrivez le commentaire et vous relancez la vidéo. Allez, c'est bon, c'est fait ? En fait, ce modèle-là, il rappelle quelque peu la coccinelle. Il est vrai qu'il y a quand même pas mal de liens de parenté, notamment les ailes galbées, les phares qui sont inclus sur les ailes, bon, le phare central, on n'en parle pas, mais même la forme du capot, la forme du vitrage et la forme de l'arrière, en fait, ça rappelle un petit peu la coccinelle. Mais la coccinelle est arrivée après ? Oui, effectivement, la coccinelle est arrivée après les Tatra différentes, ce qui fait que, il y a eu un procès de Tatra envers Volkswagen, par rapport notamment au design de la coccinelle. La présentation est maintenant finie, j'ai été assez long cette fois quand même, je vais vous parler un petit peu de la miniature. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire tourner un petit peu le plateau pour que vous puissiez l'admirer sous tous les angles. Et pendant ce temps-là, je vais vous introduire le nom du fabricant. Alors, le nom du fabricant, c'est un fabricant dont j'avais jamais parlé jusque-là sur la chaîne YouTube. Par contre, sur pdlv.fr, j'en parle régulièrement. C'est MCG, Model Car Group. C'est un groupe allemand qui détient notamment le site Model Car World, qui est une boutique assez connue de voitures miniatures en Allemagne, qui vend aussi en France d'ailleurs. Et donc, ils ont eu l'idée de lancer leur propre collection de voitures miniatures. Alors, le pari est assez audacieux, mais ils ont un argument qui est assez séduisant, c'est que MCG ne produira que des miniatures en métal et sans ouvrant. Se passer d'ouvrant, ça permet de faire des économies, puisque s'il n'y a pas d'ouvrant, en fait, il n'y a qu'un seul moule qui est inclus. Celui qui lie la carrosserie, les portes, les ouvrants, je suis pas synchronisé mais c'est pas grave, et toute la partie, aussi bien l'avant que les ailes. Donc en fait, il n'y a qu'un seul moule, ce qui abaisse considérablement le prix de revient de la miniature, ce qui fait que MCG peut se permettre de revendre ses miniatures à 60 €. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pour 60 €, on peut avoir mieux chez Nos Rêves par exemple.
Oui, c'est vrai, mais No Rêve n'a pas du tout les mêmes volumes que MCG. Et juste à titre informatif, je vous donne vraiment une information globale. Le prix pour réaliser un moule comme ça, c'est entre 10 et 20 000 euros. Donc vous vous rendez bien compte que pour le rentabiliser, il faut vraiment vendre un maximum de voitures miniatures. Et MCG, justement, eux, ils misent pas sur un volume hyper violent. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés d'avoir des prix un petit peu plus élevés que ce qu'on pourrait en attendre. Maintenant, on va parler un petit peu de la miniature en elle-même et de son rendu général. On va commencer par le dessous. Alors, bon, déjà, je la tiens à l'envers. Et il n'y a pas grand chose à en voir ni à en dire. On dirait vraiment le dessous d'un jouet. On voit qu'on n'a pas de direction à l'avant, que la ligne d'échappement, elle est simplement composée du silencieux arrière et d'une sortie centrale. Il n'y a vraiment rien à voir au niveau de ce châssis-là. Donc c'est pas là qu'on va voir les choses les plus intéressantes. Enfin, du moins j'espère pas. On va maintenant passer au niveau de l'avant de notre Tatra 87. Alors, je vais la tenir comme ça, j'espère que la mise au point va se faire. On a donc 3 optiques. Un phare, 2 phares, 3 phares, qui sont plutôt bien réalisés. On voit que les glaces sont striées. D'ailleurs, je vais vous descendre un petit peu, comme ça vous allez être pile poil en face. Voilà, ce sera très bien comme ça. On a donc des glaces qui sont striées, des points de fixation qui sont présents sur les côtés de chacun des optiques. C'est assez discret, même si on peut s'attendre un petit peu mieux. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. On a un pare-choc qui est en plastique de merde. C'est pas de la très bonne qualité, la tenue est assez moyenne, mais le rendu est quand même satisfaisant. En revanche, on a une grille qui est présente juste en dessous, qui constitue la calandre donc, et elle est micro-perforée. Enfin non, elle n'est pas micro-perforée, mais elle est tellement gravée finement que l'illusion est vraiment bonne. Donc cette partie-là, vraiment, j'en suis très satisfait. On a également la goupille qui permet d'ouvrir le capot moteur. Malheureusement, c'est une miniature sans ouvrant, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais c'est plutôt pas mal. On a les optiques additionnelles qui, là, malheureusement, sont dans le même plastique de mauvaise qualité que le pare-choc. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai vu quand même largement pire. On a également le logo Tatra qui apparaît sur l'embase du capot. Donc c'est une simple décalcomanie, mais on s'attend pas forcément à mieux, c'est correct. On a également des stries sur le capot qui sont un petit peu grossières, mais ça va. La peinture est assez bonne dans l'ensemble, mais elle est pas toujours égale. Par exemple, là on voit qu'il y a une trace de moulage qui est pas très belle, et c'est un petit peu dommage. Bon, c'est un petit détail, là la peinture, il y a une petite imperfection, là il y a une imperfection également, c'est perfectible. Là j'ai une zone où il y a un petit peu de peau d'orange, là je vois qu'il y a des marques, ce qui est le signe d'une préparation qui est pas suffisante. Donc voilà, il faut dire ce qu'il en est, cette Tatra 87, c'est une miniature milieu de gamme. Ouais, milieu de gamme, voilà, c'est pas du haut de gamme, clairement pas, c'est du milieu de gamme plutôt bas. En revanche, il y a des détails qui sont sympas. Par exemple, les essuie-glaces sont relativement fins, même si malheureusement, sans patine, il manque cruellement de réalisme. Les ajustements de vitres, malheureusement, sont également mauvais. J'avais pas encore remarqué, mais là, la vitre n'est pas du tout dans son emplacement. Du côté gauche, c'est un petit peu mieux, mais là, c'est pareil, il y a des imperfections. Au niveau de l'arrière, on a également ce capot qui est avant tout à vocation aérodynamique. Et donc, c'est plutôt pas mal. La pièce est rajoutée assez proprement, mais encore une fois, les ajustements sont perfectibles. La grille, elle doit impérativement être patinée, parce que sans ça, c'est pas terrible. Au niveau des feux arrière, là, en fait, on est sur des pièces rapportées, mais des pièces rapportées qui ont simplement été peintes. Donc niveau réalisme, malheureusement, là encore, c'est largement perfectible. On peut s'attendre à vraiment mieux. Après, MCG a également son cahier des charges à tenir, et ils ont également une expérience qui n'est peut-être pas encore suffisante pour monter en gamme. Mais j'ai aucun doute que dans le futur, ils arriveront à bien progresser, parce que tout simplement, ils ont un fort volume, ils investissent beaucoup dans la création de nouveaux moules, donc leur progression, je pense qu'elle va vraiment être uniquement constante. Après, qu'est-ce que je veux en dire ? Cette miniature-là, elle n'est pas ratée. Ça, j'insiste vraiment lourdement dessus. C'est juste que
on aurait aimé avoir un peu plus de détails, un peu plus de finition. Pour autant, c'est vraiment une très belle pièce, et par exemple si vous avez une bibliothèque et que vous avez un peu de place entre quelques livres, je vous recommande vraiment de la placer à cet endroit-là. Au niveau de l'intérieur, alors vous avez l'habitude, je vous mets des photos sur la vidéo, on distingue pas beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais me rapprocher, on est sur un intérieur noir, mais je vais revenir là-dessus après. On perçoit que le tableau de bord a quand même quelques finitions. On voit des cerclages autour des compteurs. On voit un petit travail qui était fait sur la sellerie. Malheureusement, la partie haute du plafond a été totalement négligée, tout comme les habillages de porte. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ouais. Je suis un peu déçu quand même par rapport à la finition générale. J'aurais attendu un petit peu mieux. Mais encore une fois, MCG est à ses débuts, on peut pas leur en tenir rigueur plus que ça non plus. Et surtout, on peut pas remettre en cause leur positionnement tarifaire puisque ils ont quand même essayé de faire le plus bas possible. Par contre, je pense qu'un truc sympa, c'est que MCG, je pense qu'ils vont suivre un petit peu la stratégie de Kakascal. Alors, ma prononciation est dégueulasse, mais cette marque-là, elle a été fondée par le couple Cosman qui détient notamment la boutique Modellissimo. Et en gros, même si au début, Kakascal n'avait pas des miniatures de grande qualité, ils ont réussi vraiment à s'améliorer largement au fil du temps. Et je pense que MCG va vraiment suivre le même mouvement. Donc c'est quand même assez encourageant pour la suite. Et de toute manière, pour l'une de leurs premières réalisations, c'est vraiment une très bonne surprise. Justement, je vais refaire tourner un petit peu la miniature et je vais parler du point suivant. Il y a plusieurs coloris qui ont été proposés. Alors, il y a notamment cette livrée grise, référence 18221. Elle existe également en rouge avec un intérieur crème, elle existe en noir avec un intérieur clair, elle existe également en livrée biton. Alors personnellement, j'ai choisi la livrée la plus neutre, ça ne me ressemble pas à prendre des miniatures grises, mais je trouvais qu'elle soulignait bien le côté un petit peu expérimental et surtout, un point important à mes yeux, on percevait mieux les différentes galbes et notamment les traits aérodynamiques. D'ailleurs, pour revenir brièvement sur ce point, et la vidéo va se terminer là-dessus, le CX, donc qui est le coefficient de pénétration dans l'air, il est de seulement 0,36. Alors dit comme ça vous parle peut-être pas, mais je vais vous donner un autre exemple. La Ferrari 360 Modena, qui est à mon sens l'une des plus belles Ferrari du monde, elle a un CX de 0,33. C'est-à-dire qu'on a un différentiel de plus de 50 ans de conception, et les améliorations sont pas si énormes que ça. Ça montre bien que cette Tatra 87, elle était largement en avance sur son temps. D'ailleurs, en 1950, ou peut-être un petit peu avant, elle a été remplacée par la Tatra 97, qui reprenait cette recette-là en l'améliorant encore. Sur ce, j'en ai terminé, je pense vous avoir donné tous les détails par rapport à cette miniature. Si vous voulez la commander, en général, vous comptez 55 à 60 €, ce qui est un prix quand même correct pour une miniature de belle facture. Par rapport aux différents coloris, j'aurais tendance quand même à vous conseiller cette livrée grise, parce que c'est à mon sens celle qui la met le plus en valeur, même si malheureusement l'intérieur noir n'aide pas forcément en ce sens. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces miniatures-là, n'hésitez d'ailleurs pas à me faire vos recommandations de modèles, même si pour les 4-5 prochaines c'est déjà bouclé. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye. Allez, outro.